C'est assez impressionnant de voir à quel point la vie s'accroche à toi tel un parasite. Et je sais que tu te terres dans ta dépression infantile avec ta misérable vie d'étudiant, de travailleur ou de chômeur. Galvanisé par le froid et le climat hostile qui t'incombe, te détruisant à chaque bouffée d'air un peu plus la santé en respirant cet air pollué par toute cette industrie chimique. Qu'on engraisse tel des moutons à vouloir toujours plus consommer, se retrouvant totalement prisonnier de ce mode de vie. C'est pathétique. Mais bon, figure-toi que malgré cette misérable existence, je vais te donner un petit conseil sur un anime qui pourrait bien te faire oublier tes tracas du quotidien. Ne me remercie pas et écoute juste, car je dois avouer que la Japanime ne m'a pas souvent été pour moi une grande référence en humour, hormis quelques exceptions ou quelques gags bien placés. Et il va sans dire que la série qui m'a le plus fait rigoler reste incontestablement Gintama. Pourtant, j'ai largement le rire facile, mais pour moi, l'humour nippon a ses limites. J'étais donc sceptique en m'engageant dans cet anime qui était classé dans la catégorie humour slash of life et fantastique. Oh-chan, いくらなんでもそりゃロックすぎるぜ。やります。Mais voilà, 12 épisodes après, j'avoue avoir éclaté de rire plus d'une fois, et parfois même sans raison apparente, juste à cause de la tête des personnages. La recette, me demanderas-tu? Eh bah, c'est des épisodes divisés en 2 ou 3 sketchs autour d'un petit monde peu banal et terriblement loufoque, au centre duquel on suivra la vie pas toujours facile d'un yakuza un peu trop sympathique et qui verra sa vie changer du tout à tout jamais le jour où un enfant très spécial rentrera dans cette vie. Avant de regarder l'anime, je pensais qu'il y aurait lieu dans un monde où les pouvoirs surnaturels étaient somme toute de manière naturelle. Et j'avais faux. Nous allons juste nous plonger dans le quotidien de ces individus comme toi ou moi, ou la femme du café que tu kiffes sans jamais avoir eu le courage d'aller lui parler. Une chose est sûre, c'est que Masao Take a très bien compris que le plus important dans la vie était sans aucun doute les petits moments de vie que l'on passe fortement auprès de ceux que l'on aime. Yo les gens, c'est bon. Et c'est par l'étude sur Hinamatsuri que je déclare la fin de la phase 1 de mon plan machiavélique de la conquête du YouTube de l'internet. Allez, balance le générique. Et c'est par une nuit banale tout à fait classique qu'un objet métallique étrange tomba au beau milieu du salon sur la tête de Nita, un membre du Yakuza. Et à l'intérieur, il se trouvait une étrange jeune fille aux cheveux bleus et au regard vide. Et à la surprise générale, il s'avère que cet enfant possède en elle d'énormes pouvoirs surnaturels. Et sur le coup, le jeune Yakuza fut réticent à l'idée de garder l'enfant. Mais très vite, il se rendit compte que ses pouvoirs peuvent lui être utiles pour ses affaires de Yakuza. Mais il semblerait qu'elle ne soit pas la seule gamine qui soit apparue sur Terre. Alors, quand j'ai regardé les premiers épisodes d'Hinamatsuri, cela m'a fortement rappelé Binbugami Ga, principalement à cause de sa maladresse et de son utilisation de pouvoirs psychiques. Et reste calme, je vais donc t'expliquer à toi, jeune esprit totalement vide et dénoué de sens critique, pourquoi tu devrais regarder cet anime. Alors écoute-moi bien, amateur, et prends-en de la graine. Cet anime est tout simplement génial. Voilà, fin du game. Peace! Non, je déconne. Bon, comme dans un premier temps j'ai la flemme, et qu'ensuite je doute fort que t'aies la sagesse nécessaire pour apprécier l'œuvre, je ne parlerai donc pas de tous les personnages, mais de quelques-uns, principalement les récurrents. Donc évidemment ceux qui apparaissent souvent plus de 2 fois. Ouais, je t'explique le terme, parce que je te sens un peu teubé là quand même. Bref, j'admettrai par contre sans aucune concision que certains de ces personnages sont agréables à regarder, et que d'autres sont tout à fait banals. Mais bon, ne dit-on pas que la banalité est une forme de noblesse? Ok go,
On va commencer par le personnage d'Ina. Personnage principal, je pense, à mon sens en tout cas. Comme je l'ai déjà mentionné, Ina est entrée dans l'appartement de Nita et a commencé à y vivre aussi longtemps qu'elle ne causerait pas de problème à lui ou à quiconque. Ina est comme tout enfant, facilement influencée par les séries télévisées et les films, ce qui lui permet facilement d'apprendre les mœurs des humains et de citer des films ou de se comporter comme son personnage préféré. En gros, c'est un peu comme quand toi tu étais gamin ou comme quand tu vois avec du recul ton petit frère totalement stupide mimer un Kamehameha, même si on sait pertinemment de toi à moi que des fois tu t'entraînes de te transformer en Saiyan sous la douche ou devant un miroir. Soit. Et comme pas mal d'enfants dans le monde, elle doit aller en cours. Chose qu'elle trouve assez futile vu qu'elle possède des pouvoirs qu'elle a promis de ne pas utiliser sans l'autorisation de Nita et passe donc toutes ses journées à y dormir. Et elle se fera facilement des amis en leur donnant la pression parfois d'être une fille des campagnes. Et n'hésitera pas à faire flamber le portefeuille de ce pauvre Nita pour se régaler de son plat favori qui sont un plat de caviar rouge s'il te plaît. En somme, une enfant presque tout à fait normale, faisant des bêtises d'enfant à longueur de journée et se complaisant dans sa vie de pacha, ne se rendant pas compte de la superbe qu'elle a, en ayant eu de la chance de tomber dans une bonne famille. Et celui qui doit subir tout ça n'est autre que Nita, jeune yakuza qui travaille dans une organisation en prenant soin des autres personnes. Alors quand je dis prendre soin des autres personnes, ça veut dire en fait qu'il les frappe, qu'il les bat pour les raqueter. Enfin, du moins c'est ce qu'il est censé faire. Mais voilà en fait, le problème c'est que Nita est vraiment trop gentil pour faire du mal à une mouche. Et la seule chose qu'il s'autorise à faire, c'est de hausser le ton pour intimider les gens. Franchement drôle de vie pour un yakuza. Hein. Il a adopté Ina après son apparition et l'a ensuite inscrite dans une école et il va souvent dans des clubs de nuit et a pour habitude de laisser Ina seule la nuit. D'ailleurs ce qui le fait un peu passer aux yeux des autres pour un père irresponsable, alors que le pauvre subit des putains de milliers de tortures à la maison. Et il est clairement l'un des personnages les plus drôles, du fait de son visage parfois trop dramatique ou parfois assez what the fuck, qu'il crée à chaque fois que quelque chose ne va pas ou que quelque chose implique Ina. En somme, il ne l'admet pas, mais en vrai il aime vraiment être avec Ina. Même avec tous les problèmes qu'elle lui cause, il la traite un peu comme sa propre fille et veut lui inculquer les plus bonnes valeurs. Et pour ce faire, il y aura aussi Mashima, l'une des camarades d'Ina, et un de ces personnages qui n'a tellement pas de chance qu'elle se retrouve toujours là où il ne faut pas et quand il ne le faut pas. Ce qui fait qu'elle doit toujours faire face à des malentendus qu'elle cause elle-même. J'admire vraiment son énergie au travail, mais elle est encore trop jeune pour travailler. Et la voir se décarcasser comme ça me rend un peu triste. Car par sa malchance habituelle, la pauvre se retrouve à mener une triple vie à cause d'un enchaînement de situations totalement improbables. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle ne te laissera jamais tomber. C'est vraiment la meilleure amie que tout le monde rêverait d'avoir. Et je ne pourrais pas conclure sans parler de Hanzo. Hanzo qui est sans nul doute mon personnage préféré, et je vais te dire pourquoi. Au début, je ne l'aimais pas beaucoup, car quand elle arrivait au Japon, elle avait une attitude vraiment arrogante et se foutait de tout et pour tout. En fait, je veux dire que dans un autre anime, ou dans un autre contexte, ça ne m'aurait pas dérangé du tout, j'aurais même trouvé que ce serait un personnage stylé, tu vois. Mais dans Ina Matsuri, elle faisait vraiment tâche avec l'ambiance de l'anime. Mais après s'être confrontée aux réalités de la vie réelle, et après avoir rencontré un sans-abri qui lui a appris les valeurs de la vie et lui a enseigné un mode de vie, elle est vite devenue l'un des personnages les plus matures de cet anime, enfermée dans un corps d'enfant. Et de voir ça est vraiment bouleversant car, en fait, il y a ce parallèle entre une adulte et cette gamine, en fait. Et pour moi, elle est vraiment devenue le rayon de soleil de cet anime. Et tu te rendras vite compte que la vie est vraiment injuste et que tu voudras plus profiter de la tienne en ce moment. Je ne t'en dis pas plus sur elle. Je te laisse par toi-même te faire ta propre idée. Et pour une fois, je te demanderai de me dire dans les commentaires ou sur Twitter comme tu le sens, l'histoire qui t'aura le plus marqué et pourquoi. Peu importe le personnage, tu me diras pourquoi ça t'aura fait vibrer ta corde sensible. Et Utako, quant à elle, est juste une arriviste manipulatrice, mais pourtant très intelligente. Ce genre de femme fatale en fait. Hormis ça, je trouve que l'animation est bien détaillée, notamment sur les fleurs de cerisier et sur la colorisation de l'animation. En ce sens où elle est tellement pétillante que le simple jeu de couleurs me rappelle fortement Violet Evergarden. Les phases de grimaces sont très what the fuck, comme par exemple quand Hanzo et Ina
se font un pierre-feuille-ciseau avec leur pouvoir, et je trouve que les animateurs ont vraiment fait un bon travail de projection des scènes, car le dynamisme et l'effet de brillance qu'il y a rend vraiment et embellit vraiment cet animé. La musique d'ouverture est assez correcte et invite le spectateur à se prendre d'affection pour les personnages, et je ne fais pas souvent attention aux endings, mais je vais essayer de donner ma première impression dessus. La fin est une chanson toute douce, car elle semble correspondre aux thèmes qui y sont abordés dans l'animé. Il y a des moments où il est temps de finir la journée et de se détendre dans un endroit agréable. C'est ça mon interprétation et c'est mon ressenti. En somme, mon unique reproche serait de dire que la fin de l'anime me semble presque inachevée, puisque l'anime ne révèle pas beaucoup d'informations sur les antécédents d'Ina et sur la manière dont elle a apparu dans la vie de Nita. Bien que je sois satisfait du changement qui a été apporté à quelques personnages que j'ai aimé voir, on aurait vraiment aimé plus de détails sur l'univers de l'œuvre. Néanmoins, je le recommande fortement à tous ceux qui cherchent quelque chose pour se détendre les nerfs et passer un moment juste pour faire un break et kiffer. Et je sais qu'à la fin, tu en redemanderas plus. C'était le professeur. Peace!